Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode en compagnie de notre invité Antoine. Antoine qui aujourd'hui est maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Alors on verra un petit peu la subtilité de ce que c'est que d'être maître de conférence dans cette belle institution située à Paris. Cécile, je te passe la main, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour aujourd'hui ? Oui, donc aujourd'hui, on part effectivement sur un parcours international avec Antoine. Donc, il est entomologiste et il a fait sa thèse donc, entre la France et le Japon avant de partir en postdoc aux États-Unis. Donc, on va parler de double diplôme, puisqu'il a eu un diplôme en co-tutelle pour son doctorat, de financement de recherche, de candidature aussi de postdoc, et puis la fameuse quête du poste permanent. Donc, Antoine, il a exploré plusieurs systèmes entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, et puis il a dû s'adapter à différentes cultures et milieux académiques à chaque fois. Et donc on va discuter de ses expériences de recherche, des choix qui l'ont amené à traverser aussi ces 3 continents, des défis qu'il a dû surmonter pour décrocher un poste en France après ce parcours-là. Et puis finalement ça va être un épisode qui est riche en retours d'expérience, avec des conseils pour celles et ceux qui envisagent une carrière académique après la thèse. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour Cécile, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, comment tu vas ? Bah salut, ça va très bien et toi? Eh bien impeccable, aujourd'hui je suis très content parce qu'on reçoit Antoine. Antoine, comment ça va ? Ça va très bien. Bon. Alors Antoine, on a besoin un petit peu d'apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter en termes de qu'est-ce que tu fais en recherche et en quoi tu as fait ton doctorat? Tu l'as passé en quelle année? Tu l'as fait où ça? Alors, je suis, entomologiste. J'ai fait ma thèse à l'université de Tours, enfin en co-tutelle entre l'université de Tours et l'université préfectorale de Kyoto au Japon. J'ai commencé en 2015 et j'ai défendu ma thèse en avril 2019. Donc, j'ai commencé pendant le master à me spécialiser, sur, la thématique des interactions entre plantes et insectes, plutôt du côté herbivore de ces interactions. Et mon sujet de thèse m'a permis de me centrer sur un sujet en particulier que je continue d'étudier, aujourd'hui, que sont les gales. Donc c'est certains insectes qui manipulent le développement, des plantes à leur avantage. Donc voilà, donc j'ai défendu ma thèse en avril 2019. Alors du coup, donc tu l'as fait mi en France, mi au Japon. Voilà, c'est ça. Donc tu étais entre les deux, enfin tu voyageais entre les deux du coup? Ou tu étais quand même plus quelque part? Ça a été en ratio de temps passé, ça a été 2 tiers en France, un tiers au Japon. Et ça s'est fait par plusieurs allers-retours avec des séjours de 6 mois, de 4 mois au Japon, où j'avais tout un tas de manips, principalement d'élevage, et en France plus d'analyse de données. Et du coup, alors, parce que normalement on est censé enchaîner avec une question particulière, mais il faut d'abord la remettre en contexte ici. La défense de ta thèse, tu l'as passée dans quel pays? Je l'ai passé dans les 2 pays. J'ai un diplôme dans les 2 pays. Je l'ai passé d'abord en France et après en août, j'ai eu une défense, à l'université préfectorale de Kyoto, où j'étais probablement un des premiers parce que c'est une petite université à Kyoto, c'est pas l'université de Kyoto qui est une grande université. L'université préfectorale est une plus petite université, donc ouais, c'était un plus petit comité, mais voilà, c'était aussi avec un cérémonial un peu différent, c'était marrant. Mais du coup, tu as refait la même présentation dans les 2 universités? Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais c'était un autre jury? C'était un jury, de chercheurs japonais, ouais. Ah, c'est plus OK. qu'une co-tutelle en soi, parce que moi j'ai fait une Ouais, co-tutelle, ouais. mais c'est une seule soutenance pour les deux. Là, c'est carrément c'est deux diplômes de doctorat différents. Mmh. Bah, après, c'est tout dépend ce qui est négocié entre les 2 universités. Les co-tutelles, je pense qu'il y en a autant il y a autant de co-tutelles Ouais, que que deux voilà gens pour les faire. d'interactions d'université. Là, pour l'instant, il y avait pas eu d'interaction entre l'université de Tours et l'université préfectorale de Kyoto, jusque-là. Et bah, il y a eu un mémorandum qui a dû être signé entre les 2 parties et l'accord, donnait ça. Ce qui contrebalançait le fait que je faisais pas vraiment un 50-50 par exemple, en termes de temps passé aussi. Et voilà, donc c'est toutes des choses qui se sont négociées, qui a pris un peu de temps, ce qui explique peut-être que j'ai fait ma thèse en 4 ans aussi, c'est qu'au début de l'année, la première année justement, quand j'ai commencé mon contrat de thèse en France, il y avait encore, j'avais pas encore tout signé du côté japonais. Ça me rappelle des co-tutelles, ça. Mais alors du coup, là, Cécile, je te vois du coin de l'œil, parce qu'on se voit, encore une fois. Et je ne sais pas comment poser la question qui est censée enchaîner tout ça. C'est-à-dire, normalement, notre question qui nous tient un peu le fil rouge, c'est qu'est-ce qui s'est passé le lendemain où tu apprends que tu es docteur? Mais alors du coup, je ne sais pas comment
je la pose pour août. J'imagine qu'on va dire que c'est réglé plutôt en août qu'en avril. C'est plutôt réglé au Non, Japon? avril, Ok. la vraie soutenance où j'ai vraiment le plus stressé, où il y avait tous mes proches et c'est vraiment celle d'avril où j'ai voilà, c'était ouais, c'était la vraie, quoi. Donc on va dire alors du coup, qu'est-ce qui se passe le jour où je sais alors on te remet le diplôme? Non, parce qu'en général, il y a un temps fou entre le jour où on l'a vraiment et le jour où on le récupère physiquement. Mais qu'est-ce qui se passe, de dire le jour où c'est bon, c'est réglé, des proches peut-être te font la blague de: «On peut t'appeler docteur». Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe le jour +1 après, que tu aies le entre guillemets «le saint graal» d'avoir ce diplôme de doctorat? Ce co-diplôme du coup? Oh, hem, je sais pas, j'ai le sentiment que c'est plus, la partie avant, en fait, où ça comment dire? Il y a un peu une montée en tension où bon, bah, la soutenance arrive et la pression monte et à la à la baisse de pression, à la satisfaction d'avoir, fait une soutenance qui s'est bien passée, d'avoir, présenté un document de thèse dont je suis content, ben, ouais, pas grand-chose. Disons que, ouais, ce que j'ai fait en jour plus simple, ouais, puis bon, on va dire, voilà, ce que beaucoup de gens en font, là, sur les réseaux sociaux, mettre, PhD, voilà, bon, que j'ai laissé 1 an, hein. Je me suis dit: «Après, au-delà d'1 an, allez, c'est bon, on enlève». Après ta thèse, est-ce que tu as fait une pause? Est-ce que tu as enchaîné directement avec un autre contrat? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, oui, il y a eu une pause, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé un postdoc tout de suite. J'ai attaqué mes recherches, un peu en amont, j'ai tenté une Marie Curie, mais voilà, je m'y suis pas pris assez en avance, pour bien la préparer pendant l'été, donc je l'ai soutenue en 2019. J'ai déposé une Marie Curie en septembre 2018. Donc du coup en mars, je crois que c'est ça, février ou mars, j'ai appris du coup que je l'avais pas. Mais bon, rétrospectivement, je me suis rendu compte, ouais, que voilà, j'avais pas trouvé aussi un potentiel superviseur suffisamment aussi soutenant aussi, qui pouvait vraiment me donner des feedbacks intéressants pour améliorer mon projet. Il m'a un peu laissé faire mon truc dans mon coin et c'était la première voilà, grosse bourse, laquelle je postulais, donc voilà, bon, ça a pas marché et je regardais les annonces et j'avais pas grand-chose qui me correspondait. J'ai tenté, ouais, envoyer des dossiers mais sans trop conviction et rien n'a mordu et donc du coup, à la fin, d'été, donc vers en août de 2019, en marge de ma soutenance, du coup, j'ai pu être en contact avec des membres de mon jury, japonais pour déposer une, demande de bourse, à la JSPS, donc les, postdoc fellowship de la Japan Science, c'est quoi? JSPS, c'est pour Japan Society for Promotion of Science, voilà. OK. Merci parce que celui-là, je l'avais pas. Et Oui, du coup, c'est ça ce que je me parenthèse aussi, disais. voilà, Marie Curie, juste pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on est toujours entre nous, on a tendance à oublier. Marie Curie, c'est le nom d'une bourse, enfin, outre d'être le nom d'une chercheuse incroyable, c'est dit est le nom d'une bourse européenne qui est très prisée et qui est très compétitive. Voilà, c'est juste pour remettre un peu dans le contexte. Voilà, ouais. Je t'en prie. Et donc du coup, été 2019, je me dis: «Je vais tenter une bourse à nouveau» et voilà, pas motivé, pas forcément d'idées ou de personnes avec qui déposer une Marie Curie à nouveau et là, j'ai cette opportunité de déposer une demande de bourse à la JSPS pour, un postdoc au Japon avec un chercheur de l'université de Tokyo. Voilà, bourse intéressante qui ressemble à une Marie Curie mais qu'on ferait au Japon, avec un dossier qui a l'avantage d'être beaucoup plus fin, beaucoup plus fin que la Marie Curie donc qui demande moins d'efforts à préparer et donc du coup, si ça marche pas, bon, on est un peu moins déçu d'avoir, voilà, consacré énormément de temps et donc voilà, j'ai déposé ça, il me semble que c'était en début septembre et après donc voilà, j'ai guetté un petit peu les offres qui se présentaient. J'avais la fin de mon chômage encore et donc après arrive novembre, là j'ai une offre super intéressante d'un postdoc à Penn State University, donc l'université d'État de Pennsylvanie Qui est une très et bonne université d'ailleurs, très réputée aux États-Unis. ouais, particulièrement en entomologie, tout ce qui est agronomie, il y a vraiment un département très fort, dans ce Mmh. domaine et donc voilà, opportunité vraiment en or pour moi et en plus de ça, sur un sujet très proche de mon sujet de thèse, donc je me dis: «Je peux vraiment pas le il est pour moi celui-là, quoi» et donc je postule et en plus, voilà, aussi un autre avantage, c'est que, un membre donc c'était un postdoc sur un financement NSF, donc National Science Foundation, donc des financements l'équivalent de l'ANR aux États-Unis et donc porté par 3 chercheurs, dont un avait fait un sabbatical, donc
une année sabbatique, dans mon institut de recherche à Tours. Donc il connaissait bien mon superviseur de thèse. Malheureusement, il était présent, au labo pendant que moi j'étais au Japon. Donc j'ai pu juste lui serrer la main, un jour, on s'est croisés mais j'ai pu quand même, il m'avait vu quoi, il avait entendu parler de moi quand j'ai postulé, quand j'ai fait mon entretien avec eux, bah, voilà, ça a bien matché. Lui, j'ai appris après qu'il avait fait un peu de lobbying pour mon cas et du coup, j'ai pu être embauché et à peine j'ai la proposition pour Open State, j'apprends que ma bourse au Japon a marché aussi et j'ai une offre au Japon. Donc là, je me dis: «Attends, je vais au Japon ou je vais, aux États-Unis?» Donc j'ai un petit peu hésité, mais voilà, ce qui m'a fait pencher pour du coup, aller aux États-Unis, c'est que, bah, en fait, donc ce chercheur au Japon, je le connaissais déjà, c'était déjà un collaborateur, alors que les chercheurs aux États-Unis, bah, c'était des personnes nouvelles que j'allais rencontrer. Donc j'allais un peu étendre un petit peu mon réseau de collaborateurs, d'interactions et j'allais aussi élargir un petit peu mon sujet de recherche. C'est-à-dire que, bah, le sujet que j'ai proposé pour le Japon était vraiment très proche de ma thèse, alors qu'aux États-Unis, on était d'un coup sur un autre, c'était à la fois à nouveau sur l'égal, mais c'était d'autres organismes. C'était cette fois des guêpes et donc avec tout un tas de questions différentes qui se posaient et donc du coup, j'élargissais quand même un petit peu mon champ, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai finalement décidé les États-Unis. Et tu es resté longtemps? Du coup, c'était pour donc commencer début 2020, donc début mars, Covid, quoi, et aussi. voilà, je suis arrivé. Donc voilà, je suis arrivé, ouais, 10 jours, c'est 1 semaine avant que l'espace aérien soit fermé. Donc Ouais. c'était moins une. Et ouais, c'était vraiment très particulier d'arriver là-bas, début 2020 comme ça en plein covid et donc j'y suis resté jusque, mi-2022. Donc c'était un postdoc de 2 ans, mais j'ai pu avoir une rallonge de 6 mois. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est de la bourse japonaise? Tu pouvais pas la faire Donc je pouvais pas l'avoir je plus pouvais tard, pas quoi? et non, non, Mmh. j'ai demandé, non, c'était pas possible et du coup, ouais, je l'ai décliné. Mais bon, l'avantage, c'est que bon, bah, techniquement, j'ai reçu une bourse, Et donc oui, et bah, c'est sûr. on peut rajouter quand même sur son CV et qu'on peut faire valoir dans son même si bon, voilà, j'ai pas touché cet argent au final. Mais bon, rétrospectivement, j'ai appris du coup, il y a quelques semaines, j'ai été en contact avec un ami, qui travaille au Japon, qui a fait un postdoc justement, qui était en postdoc à ce moment-là avec ce chercheur japonais et qui m'a donné un petit peu des dessous de ce qui se passait de l'autre côté de l'interaction et qui m'a dit, quand j'ai appris comme quoi, tu pas eu la bourse, au Japon, ben, là je m'attendais à ce qu'il me dise, bah, j'étais super déçu et tout, j'aurais bien dit: «Non», il m'a dit: «Bah, j'étais content pour toi». Je dis: «Ah bon?» Ah oui? et il m'a dit: «Ouais, parce que, ça a beau être un bon chercheur, c'était pas un très bon, superviseur de postdoc et il était assez toxique». Et il m'a dit: «Ouais, bah, tu as fait le bon choix». J'en profite du coup pour ton expérience aux États-Unis. Donc, du coup, Cécile l'a souligné, je partage tout à fait cet avis sur le fait que Penn State soit une énorme université. Dans ta thématique, et il se trouve que dans la mienne aussi. C'est comment la recherche aux États-Unis? Parce que mine de rien, les États-Unis, selon l'État aussi, je j'imagine, c'est peut-être pas forcément pareil, quoi, de chercher en Californie, à New York, en Pennsylvanie. Enfin voilà, ça reste Ouais. quand même 50 États qui sont ensemble. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des différences. C'est comment là-bas? Ben, bon, déjà, je peux vraiment pas parler d'ailleurs de que Penn State puisque parce que voilà, quand je suis arrivé au début, j'étais vraiment bloqué avec le covid et tout ça, dans mon université. Puis à la fin, j'avais tellement de boulot que j'ai pas vraiment pu aller voir, des collègues, dans d'autres universités. Donc pour parler de Penn State, mais je pense que c'est quand même assez similaire, de d'autres universités de même gabarit, ben, voilà, le campus était vraiment grand, avec vraiment beaucoup de chercheurs dans plein de disciplines. Et dans mon équipe, ouais, j'étais quand même laissé quand même avec pas mal d'autonomie. J'avais quand même voilà, mon sujet de recherche et des attendus par rapport à ça. Malgré tout, j'ai vraiment senti comme quoi voilà, le succès de notre projet de recherche reposait quand même beaucoup sur mes épaules. Bah, ça avait beau être un sujet qui était porté par 3 chercheurs, et qui projetait d'embaucher des doctorants aussi, ce qu'ils ont fait. Malgré tout, ça a quand même vraiment pas mal reposé sur mes épaules. Donc voilà, un peu de pression là-dessus.
beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire que j'ai vraiment pu, suivre beaucoup de projets secondaires aussi, qui sont venus au gré des observations, ouais, d'observations inattendues qui arrivent voilà, immanquablement quand, ouais, on s'attache à un sujet de recherche, on trouve toujours des trucs intéressants qui nous donnent envie de faire des petits projets en parallèle et j'ai vraiment eu la liberté de les suivre. Avec des opportunités aussi, inhérentes au fait d'avoir ce grand campus, c'est que, ben, des fois quand j'avais besoin, par exemple, à un moment, je voulais faire un scan en microtomographie d'un insecte. Bah, j'ai pu aller voir sur le campus, contacter un physicien qui avait, les machines et qui a pu me faire ça, ce qui était pas du tout prévu à la base et qui a vraiment amélioré l'article au final. Et là, du coup, tu fais 2 ans aux États-Unis, donc avec, un début un peu malheureux à cause du covid, bien entendu. Et arrivé à ces 2 ans donc de bourse de recherche, il y a une autre étape. Il y a, une autre expérience qui arrive. Bah, arrivé au près du bout de ces 2 ans, je vois j'aimerais, avoir une rallonge parce que clairement la montagne aussi de travail voilà, qui était prévue dans le projet, va dépasser complètement 2 ans, hein. Ce qui était attendu, ça il aurait fallu vraiment 3 ans. Donc ils ont pu m'avoir une rallonge pour me payer 6 mois de plus mais voilà, après c'était tout. Donc après il m'a fallu me projeter sur la suite. Donc j'ai pas attendu bien sûr que tous les contrats se terminent pour commencer à me projeter. J'ai vu des postes en France qui m'ont intéressé, hem, un poste à Montpellier, au CBGP auquel j'ai candidaté en 2021. Donc c'était ma première grosse candidature, pour un poste permanent et donc j'ai eu quand même la satisfaction d'être quand même sélectionné pour l'oral et de finir, relativement bien classé, mais bon là ça a pas marché. Donc CBGP, Centre de biologie et gestion des populations, hein, juste, c'est un laboratoire à Montpellier. Voilà. Après 2022, j'ai postulé à nouveau là pour un poste de maître de conférence à Angers. Là, à nouveau, voilà, j'ai été interviewé, j'ai passé un entretien, j'ai échoué sur le podium là, ouais, dans les 3 premiers, mais voilà, pas le premier quoi. T'avais enseigné avant? Voilà, c'est une difficulté que moi j'ai eue, c'est Ouais. que, voilà, j'ai commencé ma thèse, du coup, avec cette histoire de co-tutelle qui était pas complètement signée. Mmh. Avec des incertitudes concernant mon terrain au Japon et tout ça. Donc ma première année, j'étais un peu, anxieux sur le fait d'arriver à avoir mes manips et tout ça. Donc je me suis beaucoup centré sur le côté recherche au début et j'ai pas voulu faire d'enseignement la première année en me disant: «Quand je serai rassuré là-dessus, je pourrai faire l'enseignement» et ce qui s'est passé, c'est qu'après, en deuxième année, troisième année, et ben, les règles ont changé à l'université de Tours et j'étais plus, prioritaire pour faire de l'enseignement. Et les doctorants qui sont arrivés après moi, ont été retenus et pas moi, pour faire des vacations. Donc j'ai pas pu faire d'enseignement pendant ma thèse. Après je me suis dit: «Bon, bah, je vais me rattraper pendant mon postdoc, aux États-Unis, je vais faire de l'enseignement» Mmh. et j'arrive au covid Bah, et du ouais. coup, bon, voilà, donc Pas de bol. 2020, voilà, je pouvais faire une croix dessus et après, en 2021, j'ai quand même essayé et dans un premier temps, il fallait faire tout un tas de certifications pour enseigner en ligne et ça prenait trop de temps, au final, je suis pas allé au bout de la certification et au final, j'ai pu faire une petite UE d'une dizaine d'heures, sur un cours un peu pour, étudiants en master. Mais c'est tout ce que j'ai réussi à grappiller, voilà, pendant mon postdoc. Disons, voilà, histoire que moi que la ligne, expérience d'enseignement soit pas complètement vierge. Donc ce qui m'avantageait pas pour les postes de maître de conf. Ouais, bien sûr. Et donc après ces candidatures, du coup là, notamment en France, bon, qui se sont malheureusement pas soldées par une victoire, où est-ce que tu vas après? Donc, moi, ce qui s'est passé donc moi, j'ai rencontré ma compagne en 2021 et au moment où moi je la rencontre, elle a déjà signé pour, enchaîner avec elle finissait sa thèse. Elle avait déjà signé pour, pour faire un postdoc, en Norvège, à Oslo. Donc du coup, moi, j'ai essayé de cibler la Norvège. Donc j'ai postulé à une bourse, de postdoc en Norvège, qui est aussi prestigieuse, qui est un peu, bah, pareil, une espèce de Marie Curie en termes de format, un peu, mais juste pour la Norvège, qui a l'avantage si on l'obtient, ça nous avantage vraiment pour obtenir un poste en Norvège. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui obtiennent cette bourse, qui après derrière arrivent à enchaîner avec un poste. Mais bon alors, bon, ce qui donne aussi une idée de degré de sélectivité, derrière. Mmh. Je l'ai tenté, j'étais en contact avec un chercheur, de nationalité finlandaise, mais
qui travaille en Norvège, qui était dans mon jury de thèse, et pour essayer de co-construire un projet. Et bon, là, je suis tombé sur des chercheurs qui m'ont quand même plutôt bien aidé, étaient quand même actifs dans la préparation de cette bourse. Il y a quand même une sacrée histoire de réseau dans ton histoire, parce que ta compagne parte en Norvège et qu'il se trouve que par miracle, Don Sezou, parce que tu la rencontres qu'aux États-Unis, donc pas au Japon ou en France, si je comprends bien, Ouais. que tu as un gars dans ton jury, avant que tu rencontres ta compagne, qui se trouve être finlandais, mais qui travaille en Norvège. Enfin, c'est quand même des trucs, à chaque fois, c'est des histoires incroyables. Ouais, bah, c'est ça. Après, moi, quand je commençais à réfléchir, voilà, Norvège, comment je peux essayer de m'infiltrer pour trouver une possible place, là-bas, et c'est la connexion que j'ai trouvée. Donc voilà, voilà, ça n'a pas marché. Donc du coup, mon contrat s'arrête, été 2022, et du coup, là, je suis sans rien. Donc bah, je rejoins ma compagne à Oslo, avec l'idée, que, bah, avec eux, là-bas, je vais tenter à nouveau une bourse. Donc c'est FRIPRO, FRIPRO. Bah, alors là, je pourrais pas expliquer C'est la une bourse importante en Norvège. Je ne serais pas allé plus loin dans la définition. et donc voilà, avec l'idée que je vais, tenter à nouveau. Mais là, arrive arrive une nouvelle donnée, c'est-à-dire que ma compagne vient de finir parce qu'on a été, du coup, à distance pendant une dizaine de mois. Et donc quand j'arrive, du coup, en Norvège, elle a déjà, en fait, été approchée parce qu'elle cherche elle cherche un poste aussi, elle, permanent, hein. Elle avait candidaté pour un poste permanent aux Pays-Bas, et elle l'avait pas eu, mais elle a été recontactée. Elle est recontactée pour, être embauchée, en contractuel pour un contrat de 4 ans. Et donc du coup, là, mon chiffre, je me dis: «Bon, bah, là, il faut que je trouve aux Pays-Bas maintenant». Et surtout qu'elle, elle avait son option était intéressante, c'est-à-dire qu'elle avait, du coup, ce poste à 70 de lecture, aux Pays-Bas, un contrat de 4 ans, donc avec beaucoup plus de visibilité, avec aussi la perspective de peut-être, être embauchée de façon permanente, au terme de ces 4 ans. On lui a fait comprendre de façon un peu, implicite. Et aussi elle pouvait continuer, elle pouvait combler les 30 manquants en faisant continuer son postdoc, en Norvège en 30. Donc c'était une opération assez intéressante. Donc voilà, moi du coup je me shift Pays-Bas. Et Pays-Bas pour l'entomologie, c'est intéressant parce qu'il y a quand même, beaucoup de recherches dans ce domaine, avec, l'université Wageningen qui est vraiment une grosse université pour tout ce qui est agronomie. Insectes, bah, c'est bien simple, Wageningen, c'est le numéro 1, dans le monde, il me semble, et Penn State, ça doit être le numéro 2. Donc je me dis, voilà, il y a Wageningen, il y a le Naturalist Biodiversity Center, qui est l'espèce de muséum d'histoire naturelle des Pays-Bas, à Leiden, et aussi les autres universités. Il y a quand même vraiment de la recherche super intéressante qui s'y fait. Donc je me suis dit: «Bon, bah, pour moi, ça peut sentir bon, pour chercher un poste là-bas». Donc je commence à prendre des contacts, à Wageningen pour, tenter une bourse interne à Wageningen, pour tenter la bourse Veni. Bon, je vais pas redire à nouveau que c'est une espèce de pareture avec des Pays-Bas, mais c'est un Oui, peu ça. voilà. C'est Je ça. commence à chercher, puis j'ai compris que voilà. Donc voilà, bourse ultra compétitive qui me semble quand même favoriser plutôt les Néerlandais aussi, mais qui a l'avantage d'avoir une phase de pré-candidature. C'est-à-dire qu'on dépose un dossier, on explique, de façon très succincte le projet, et on upload le CV, et il y a une phase de présélection où ils sélectionnent plus par rapport au CV. Oui, donc tu as pas besoin de te taper toute l'écriture, Et du ouais. projet, si jamais le CV ça leur va pas. Ouais, Et je oui, vois. voilà. Et ça, c'est bien. Donc du coup, j'ai été recalé à la phase de présélection, mais bon, alors moi, j'ai pas gaspillé, 3 mois à préparer une demande de bourse, pour au final, rien à voir. Donc voilà, j'ai tenté ces 2 là. On savait du coup avec ma compagne qu'en janvier de 23, on allait bouger à Utrecht, et donc du coup, pendant toute l'automne, de 2022, je prépare ces demandes de bourse. Donc la Veni, j'ai la réponse en décembre, comme quoi, ça le fait pas. Et la bourse interne à Wageningen, j'ai la réponse aussi négative, peut-être juste avant. Donc voilà, bon, Un j'arrive à bon mois de Utrecht. décembre, quoi. Vraiment un Ouais, beau bon, cadeau de Noël, hein. c'est bon. Voilà, donc je commence 2023 voilà, j'ai rien à ce stade, pour les Pays-Bas. Et donc du coup, est-ce que tu arrives à la fin, parce que ça, je suis un peu au courant, est-ce que tu arrives un peu à trouver quelque chose aux Pays-Bas, passé ça?
Donc du coup, je commence, janvier, 2023 en me disant: «Bon là, il faut chercher un peu tout azimut». J'avais quand même un bon contact avec la chercheuse à Wageningen et elle me dit: «Bah tiens, je vais t'inviter pour faire un séminaire». Donc voilà, du coup, j'allais faire une présentation là-bas. Voilà, prendre un peu des contacts, discuter, aussi je me suis un peu, mis un petit peu dans la boucle aussi de leur site de séminaire parce que des fois il y avait des présentations qui pouvaient m'intéresser, donc on habite Utrecht, c'est pas très loin de Wageningen, donc je pouvais y aller de temps en temps. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai tenté des candidatures sur des sujets qui étaient un peu, en dehors de mon aire, me disant que, ouais, on sait pas, ça peut marcher, ben non, ça va pas marcher du tout. Voilà, pour bon, je vais pas non plus tout lister, mais après, j'ai commencé aussi à réfléchir à des options hors recherche académique. Parce que les Pays-Bas aussi, c'est ça qu'il y a d'intéressant, ils ont quand même beaucoup de recherches aussi appliquées et d'entreprises qui travaillent, qui emploient les insectes, dans le secteur de l'agronomie, j'ai essayé de voir pour candidater à des postes, de R&D dans ces boîtes, mais j'ai quand même vraiment je me suis heurté à la difficulté d'envisager, comme ça un parcours hors, milieu académique. C'est quand même vraiment j'ai vraiment eu de la difficulté à me projeter, et à comprendre quelles pouvaient être les attentes ou le réseau, comment pouvoir s'approcher de ce type de poste. J'ai essayé de rencontrer des gens un peu dans ce domaine, mais bon, ouais, ça a pas trop mordu et j'ai pas vraiment vu passer d'opportunités qui pouvaient correspondre à mon profil pendant ce laps de temps. J'ai le 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 souvenir, avant de terminer sur ton parcours et d'arriver sur ce que tu fais, aujourd'hui, que tu étais quand même passé par le muséum du coup d'histoire naturelle. Alors je ne me rappelle plus du nom, tu l'as dit tout à l'heure, le muséum d'histoire naturelle des Pays-Bas du coup, Ouais. in fine? Alors, moi, si je finis, du coup, printemps 2023, là, il y a une super offre, de postdoc à Wageningen et là, je me dis: «Celle-là, c'est bon. Là, c'est bon, celle-là, ça va le faire» parce que, je match à tout. Je fais un premier entretien en visio, qui se passe très bien et après, ils me disent: «On veut un entretien en physique». Je dois me rendre à Wageningen et il me semble que l'entretien se passe très bien aussi et grosse déconvenue, je finis deuxième. Donc celle-là, psychologiquement, ça a été la plus la plus difficile, là. Parce que là, c'est celle-là, là, surtout que bon, je venais d'avoir passé quand même vraiment, 4 mois, aux Pays-Bas, à chercher sans qu'il y ait rien, 3-4 bourses qui ont pas marché et on commençait dangereusement à s'approcher de l'anniversaire de la fin de mon dernier contrat, donc ouais, ça commençait à être difficile. Là, je me suis dit: «Bon, faut vraiment trouver», et je réactive un nouveau réseau, auquel j'avais pas pensé, un ami d'un de mes co-directeurs de thèse qui est entomologiste aux Pays-Bas. J'ai réactivé ce réseau et je me suis mis en contact, avec lui pour lui demander s'il n'y avait pas des opportunités dans son réseau et il me mentionne une bourse dont j'avais jamais entendu parler et qui est pas sur les sites internet, tout ça. Une bourse interne du Naturalis Biodiversity Center, au Leiden. Donc le fameux muséum d'histoire naturelle. Voilà, qui est un très beau muséum, à visiter, hein, très sympa. Du coup, il me dit: «Bah, il y a cette bourse-là, qui est en fait une bourse interne, Naturalis pour venir passer, de 3 à 6 mois, au Naturalis pour bosser ensemble sur une grosse demande de financement». Donc je me suis dit: «Bah, ça pourrait faire la pointe, quoi» et du coup, il me met en contact parce que lui, c'est un chercheur émérite. Il me met en contact avec l'équipe de recherche à laquelle il est encore rattaché et qui sont intéressés. Bon feeling, on discute ensemble et on prépare ça, du coup, début de l'été et ils me disent qu'en gros, il y a pas beaucoup de demandes vu que c'est vraiment quelque chose un circuit un peu fermé mais si c'est bien rédigé, ça passe normalement et du coup, septembre, j'ai ça, quoi. OK, et donc là du coup tu as cette expérience de quelques mois, au muséum, j'allais dire suédois. Naturalis, Oui, oui, non, mais au muséum, hollandais, enfin voilà, au Naturalis, bon, là, au muséum d'histoire naturelle. communément, tout le monde dit, le Naturalis, c'est OK, comme le ça. naturaliste. Donc le naturaliste, pardon, et donc du coup, tu as cette expérience au naturaliste pour quelques mois, et tu continues à faire les concours, nationaux français notamment. En tout cas, tu continues à les regarder. Du coup, est-ce que ça nous amène, finalement à cette situation actuelle? Je continue à la regarder et ouais, je me dis: «Ouais, j'ai pas vu d'opportunité vraiment». Enfin, j'avais vu un poste de maître de conf, en France, pour lequel j'avais commencé
à envisager de candidater. Au final, je suis pas allé au bout. En fait, dans mon ancien institut de recherche, au final, je suis pas allé au bout parce que, voilà, pas le temps et aussi, bon, bah, j'arrivais pas à m'y projeter puisque, bah, ma compagne quand même se dirigeait vraiment sur un poste permanent aux Pays-Bas, donc quand même l'idée c'était quand même que je trouve quelque chose aux Pays-Bas et en fait, bah, je participe à une conférence en fin 2023 et là-bas, un chercheur du Muséum, me parle d'un poste qui va s'ouvrir, dans la section hyménoptères. Alors pour contextualiser, on parle du Muséum national d'histoire naturelle de Paris en France, hein. Le Voilà. muséum d'histoire naturelle, le Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Oui, Mais pardon, c'est vrai. Excusez-moi. Muséum national d'histoire naturelle à Paris, parce qu'effectivement, il est un peu partout déjà en France. Il y a pas que du MNHN à Paris. C'est vrai, pardon. voilà et il me parle d'un poste qui va s'ouvrir dans la section des hyménoptères, de maître de conf muséum, donc des postes qui sont à moitié recherche, à moitié charge de collection et il me dit que voilà, j'aurais sans doute le profil, donc je pourrais candidater. Donc il me dit ça, c'est à l'automne 2023 et donc je me dis: «Bon là, c'est quand même, des postes de chargé de collection au muséum, il y a quand même vraiment pas souvent» et j'ai toujours été intéressé par ce type d'activité aussi. Enfin, c'est un peu inespéré. Enfin, donc je me dis que c'est vraiment une occasion à saisir, une opportunité à saisir et donc du coup, ben, je prépare mon dossier comme ça à fond, sachant de toute façon que ce sera très compétitif et puis que je ne sais pas du tout où ça me mènerait, hein, donc je me dis: «Bon, je candidate, je verrai après, si ce qui en adviendra» et bon, ben, non, je suis retenu pour l'oral et voilà, début juillet, j'ai l'heureuse nouvelle comme quoi, voilà, ça l'a fait. Oui, nous avons un nouveau conservateur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, du coup. Voilà, donc Heu, responsable scientifique de la collection d'hyménoptères et voilà, maître de conf, mais alors du coup, c'est juste pour ceux qui connaissent pas, parce que déjà le MNHN, donc le Muséum national, c'est déjà assez particulier, c'est un peu un monde à part aussi, dans l'académique français. Mais alors en plus, ce qui est fascinant avec, parce que c'est toi qui me l'as appris il y a quelques semaines de ça. Ce qui est fascinant, c'est que tu es ce que l'on appelle maître de conférence, mais tu donnes pas de cours. et non et oui, ça c'est ce qui est particulier, c'est que, la charge d'enseignement est remplacée par une charge de collection. Donc ce qui consiste concrètement dans, dans 3 activités principales, qui est la conservation de la collection, la mise à disposition, donc gérer tout ce qui est visite, demande de prêt et aussi, demande de numérisation, donc prendre en photo des spécimens, et les envoyer aux demandeurs et enrichissement de la collection et donc ça occupe, 35 de mon poste, de ma fiche de poste. 50 c'est recherche et après le restant, c'est occupé par de l'expertise et quand même comment dire? La diffusion des connaissances au grand public, donc via conférences, podcasts Mmh. ou C'est vrai. ouais et aussi bon l'intervention aussi dans des enseignements, donc j'en ai pas de prévu là, cette année pour l'instant, mais je serai amené à le faire. C'est pour ça aussi qu'il y a une qualification dans les qualifications, Oui, spécifique pour le MNHN. voilà, il y a une qualification muséum C'est vrai. que heureusement j'avais bien pensé à faire, de cocher la case en plus. C'est vrai que ouais, pour ceux que ça intéresse de passer des concours de maître de conférence, sachez que si jamais vous avez un profil qui est MNHN, les qualifications sont spécifiques au MNHN. Alors c'est pas forcément des dossiers qui sont fondamentalement grossièrement différents. Il y a une partie collection justement que Antoine fait, qu'il faut compléter. Après le reste, c'est somme toute, moi de mémoire, je les ai refaites l'année dernière, c'est somme toute la même chose après. Mais il y a cette petite partie-là et du coup ça permet justement d'avoir des postes comme celui qu'occupe Antoine et du coup ça on comprend du coup cet aspect de collection, de gestion des collections parce que des fois, on va pas forcément donner beaucoup de cours, on n'est pas forcément embauché prioritairement pour ça. Donc c'est assez intéressant de les avoir quand on a à minima le profil qui s'y prête, toutefois. Mais c'est vrai qu'il faut y penser parce que le poste de maître de conférence ou MNHN, il faut obligatoirement cette qualification. Et donc si tu avais un conseil à donner à ton toi de début de doctorat ou si tu devais lui si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Ouais, un conseil que je donnerais, à mon moi du passé du coup, c'est par rapport à de la formation sur des certaines compétences techniques, de vraiment aller chercher ça, dès le début de la thèse, en amont de ce qui sera
nécessaires après pour les manips. Moi, je vois, par exemple, j'ai dû faire de la transcriptomique, des analyses transcriptomiques dans ma thèse. J'ai dû me former un petit peu sur le fil de l'eau et un peu plus vers la fin de ma thèse, et j'aurais préféré avoir une formation plus solide, en début de thèse, qui m'aurait, voilà, permis d'être beaucoup plus serein pour l'analyse des données. Et je trouve quand même que voilà, les formations techniques quand même, ça donne quand même plus de confiance après pour approcher certaines questions thématiques. Je pense que ça m'aurait renforcé, je pense. C'est intéressant. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, encore moins quand on est en doctorat. Donc, effectivement, de penser aux aspects un peu techniques ou peut-être quand on commence, on peut se dire: «Ah, j'ai pas le temps, j'ai machin et tout», et c'est intéressant d'avoir ça. C'est vrai que c'est un conseil qu'on n'avait pas entendu. Parce que je voyais aussi tout un tas aussi de collègues, qui du fait d'avoir certaines compétences techniques, fortes, leur donnaient quand même plus d'adaptabilité aussi en termes de sujets de recherche. Moi, j'ai quand même vraiment eu de la chance d'arriver à retomber sur des sujets proches et en fait d'être recruté sur mon expertise presque plus thématique que technique, et j'ai eu de la chance pour ça, et je pense que j'aurais pu vraiment, mal tomber et qu'il y ait pas d'offre qui tombe dans mes thématiques et que je fasse pas la différence d'un point de vue technique, et là voilà, et là peut-être voilà, ça l'aurait pas fait, quoi. Juste terminer avec une question, tu n'es pas obligé de répondre, mais je suis très curieuse. Est-ce que ça va avec ta copine qui est aux Pays-Bas? Est-ce que vous avez des plans pour pouvoir vous retrouver? Comment, vous gérez tout ça? C'est c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, mais il y a une vraie synchronicité, qui s'est passée. Donc moi, de toute façon, j'ai postulé au muséum en me disant: «Déjà, je suis pas du tout sûr de l'avoir, et si jamais je l'ai, je suis pas sûr à 100 d'accepter». Je m'étais dit, voilà, c'est une décision difficile à prendre, mais à un moment, moi, je suis quand même dans une phase de ma vie, j'ai envie de me poser aussi, voilà. Mmh. Mais alors synchronicité, bon, changement de gouvernement aux Pays-Bas, changement de financement, gros choc de financement aux Pays-Bas. Là, les universités, particulièrement dans le domaine des humanités où travaille ma compagne, ça dégraisse, énormément là, et Mmh. il y a quelque chose comme 6 départements sur 9, qui vont être fermés à terme, dans les sciences humaines, et donc un gros choc, avec des perspectives, du coup d'embauche, de personnel précaire, qui se réduisent à néant. C'est-à-dire que là, ils lui ont fait comprendre que, bah, au terme de son contrat de 4 ans, peut-être qu'elle aura à nouveau un contrat un peu, mais précaire, mais certainement Pas pas un poste un poste permanent, quoi. permanent, Mmh. et bon, ça commence à faire beaucoup. Ouais, elle commence à aussi à en avoir un peu marre aussi de son parce elle fait beaucoup d'enseignement. Pour étoffer son CV, il faut qu'elle fasse de la recherche à côté. Elle a clairement pas beaucoup de temps et d'énergie à accorder. Donc elle commence à en avoir un petit peu marre du système académique, et voilà. Le fait qu'en plus, voilà, au moment où moi j'ai cette opportunité, à saisir ou pas, elle, son opportunité aux Pays-Bas, disparaît. Mmh. Donc voilà, là on est parti. Donc elle a encore voilà, son contrat aux Pays-Bas, mais voilà, on a une phase de transition, pour qu'elle puisse me rejoindre, voilà, en région parisienne. OK, donc l'histoire se finit bien. Je suis heureuse de ça. Bon, mais du coup, merci beaucoup en tout cas pour tout ça, parce que là, effectivement, c'est vrai que cet aspect-là, c'est aussi important, le côté vie perso. Donc, Eh oui. voilà, donc là, merci d'avoir répondu à ça, parce que c'est pas forcément des questions qu'on est toujours forcément à l'aise de poser ou encore moins d'y répondre. Donc, effectivement, ça, c'est des choses où on voit que ça a aussi quand même drivé les dernières années avant que tu aies ce poste permanent, pour lequel on te félicite parce que c'était pas si longtemps que ça finalement. Ouais, bah, Ouais. merci. Non, non, c'est encore Donc frais, voilà. hein, que Ouais, 3 mois. MNHN qui est une belle institution. Donc du coup, encore bravo, et merci pour tes partages d'expériences très internationales sur 3 grands continents quand même. Merci beaucoup Antoine pour ce moment. Merci à vous 2. Merci Je te remercie beaucoup. Cécile. On se voit à la prochaine interview. Tout à fait. À très bientôt. Allez, impeccable.